nuire à la tranquillité des Ivoiriens vient vraiment de défrayer la chronique encore par un comportement pas possible. Ce monsieur Draman, il n'arrêtera pas de nous. Il n'arrêtera pas de nous décevoir. La semaine passée, sous la forme d'une comédie tragique, d'une tragicomédie politique, j'avais organisé à travers le fameux téléphone rouge que vous connaissez, une réunion des dictateurs africains où je m'exerçais à ce don que j'ai d'imaginer leurs pensées à partir de leurs pratiques passées. Et je vous montrais que dès que Donald Trump, le 5 novembre, a été reconnu président élu des États-Unis dans la nuit du 5 donnant au 6, les satrapes se sont rassemblés, urbi et orbi, en toute urgence, ipso facto, pour définir l'attitude à tenir face à l'élection de Trump. Et je vous ai dit que certains d'entre eux, nés longtemps avant la honte, n'hésiteraient pas à tourner kazakh, à abandonner leurs amis démocrates américains et à donner l'impression, en réalité même, d'avoir prié pour la victoire de Donald Trump. Parmi ceux que j'avais rapidement identifiés comme capables d'une telle volte-face, se trouvait tout naturellement le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Je vous ai donné à voir le satrape en train de tenter d'inventer par des moyens imaginaires une amitié qui le lierait à Donald Trump. Je vous l'ai dit, oui ou non? Quand je le disais, c'était en utilisant mon imagination philosophique, n'est-ce pas? Mais écoutez, cette semaine, ça n'a pas duré. France 24 rapporte qu'Alassane Dramane Ouattara vient de publier littéralement un message d'allégeance, de soumission absolue. Un message rampant. Et Alassane Ouattara est un rampolâtre. Alassane Ouattara se couche devant Donald Trump. Demande à Donald Trump littéralement de marcher sur lui comme s'il était un tapis. Alassane Ouattara vient de briller par un aplaventrisme extraordinaire. Non, nous allons parler de l'affaire des 5 milliards. Elle est au programme de l'émission. Ne vous inquiétez pas, on viendra à l'affaire des 5 milliards. Nous savons d'où ils viennent, les 5 milliards de CFA. Je ne sais même pas pourquoi vous cherchez. Tout le monde sait d'où viennent les 5 milliards. Alors, il suffit de savoir qui fabrique le CFA pour savoir d'où ça vient. Bon. Alors, Alassane Dramane Ouattara est rapporté ici par France 24. France 24 nous dit, j'ai publié l'extrait, France 24 nous dit que Alassane Dramane Ouattara s'est précipité. Pour dire quoi? Une fois qu'il a vérifié que, bon, là c'est sûr, vraiment, Trump a été élu. Que fait Ouattara Dramane? Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la honte, quoi. Ça fait, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alassane Dramane Ouattara se précipite pour nous dire quoi? Il se précipite pour nous dire que, je vais vous prendre ça, là où il l'a laissé, sur France 24, Trump, Alassane Ouattara. Voilà. Alassane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire souhaite intensifier ses relations avec les États-Unis. C'est-à-dire que les relations qu'ils avaient avec l'administration de Joe Biden, à laquelle ils ont donné les clés de l'armée ivoirienne, à laquelle ils ont indiqué une zone pour établir une base militaire américaine de l'OTAN à Odiéné. Ces relations ne sont pas assez intenses. C'est-à-dire qu'avec Donald Trump, Alassane Ouattara est même presque tombé amoureux de Trump. C'est comme s'il voulait, avec Trump maintenant, imaginer un mariage woubi. C'est juste incroyable. Écoutez le reportage. Des affaires étrangères, ivoiriens. Dit se réjouir du retour de Trump. Il entend, je cite, poursuivre le raffermissement des liens historiques d'amitié et de coopération avec les États-Unis, sans oublier le partenariat stratégique entre Abidjan et Washington. Julia Guggenheim sur place. Écoutez,
sur le plan officiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dès ce mercredi félicité chaleureusement le nouveau président élu américain. Le ministre des Affaires étrangères ivoirien a également commenté cette élection, affirmant que la Côte d'Ivoire avait des relations confiantes avec les États-Unis et qu'il ne voyait pas pourquoi cela changerait. Il a également exprimé son souhait d'intensifier la relation avec les États-Unis. Alors, il faut se rappeler que lors de son précédent mandat, Donald Trump n'avait pas présenté beaucoup d'intérêt pour le continent africain et voire même ce qu'on pourrait qualifier de mépris. Il n'avait organisé aucun déplacement sur le continent et on se rappelle de ses propos tenus en 2018 où il avait qualifié Haïti et les pays africains de pays de merde. Alors, certains observateurs craignent que l'aide au développement ou la relation commerciale avec les États-Unis pâtissent de l'arrivée de Donald Trump, notamment à cause de sa politique d'America First, l'Amérique d'abord. Les relations commerciales entre Abidjan et Washington s'étaient pourtant intensifiées ces dernières années, notamment avec l'ouverture d'un bureau commercial ici à Abidjan. Alors, sur le plan sécuritaire également, les relations se sont renforcées. Le commandement américain pour l'Afrique avait annoncé le décaissement de 65 millions de dollars pour lutter contre le terrorisme et sécuriser les frontières ivoiriennes. Les États-Unis, qui se sont retirés l'année dernière du Niger, envisagent de redéployer une partie de leurs troupes en Côte d'Ivoire. La création d'une base militaire aura été discutée entre les autorités des deux pays, mais n'a encore pour le moment jamais été confirmée. Donc, vous avez bien entendu? Vous avez entendu le reportage? Il est clair qu'à la place du continent... Vous avez entendu le reportage? Alassane Draman Ouattara était bras dessus, bras dessous avec l'administration Biden. Les officiers américains siègent maintenant à l'état-major de l'armée ivoirienne. Ils ont donné la région d'Odiéné pour une base militaire américaine. Alassane Ouattara a publiquement demandé aux Américains de venir renforcer leur présence militaire en Côte d'Ivoire parce qu'il compte sur eux pour défendre son régime, puisqu'il sait que ce sont eux qui ont installé en Guinée-Conakry le régime de Mamadi Doumbouya. Alassane Ouattara a demandé à l'armée américaine de multiplier les exercices militaires conjoints avec l'armée ivoirienne aux frontières avec le Mali, aux frontières avec le Burkina, pour intimider, croit-il, les FAMA du Mali, intimider les FDS du Burkina Faso. Alassane Ouattara, maintenant on le sait, il comptait sur l'armée américaine et l'armée française pour attaquer le Niger. Monsieur Jean-Marie Bockel, à l'occasion d'une audition, a laissé entendre que au moment où Alassane Ouattara disait qu'il était prêt à attaquer le Niger, l'armée française avait déployé 2000 soldats en Côte d'Ivoire dans cette perspective. Jean-Marie Bockel l'a dit. Le représentant spécial du président Macron en Afrique l'a dit. Donc, en fait, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi soumise à l'OTAN qu'elle l'est sous Ouattara, avec ses liens étroits avec les administrations Macron et Biden. Tout le temps de la campagne, Alassane Ouattara a marqué sa préférence pour Kamala Harris, pour Joe Biden, de la même façon que le président Macron et la quasi-totalité des dirigeants européens. Ils ont misé sur le mauvais cheval, ils ont perdu, et monsieur vient ici dire que, vraiment, Donald Trump, c'est son ami. Mais c'est un ami personnel, Trump. Moi, quand j'étais à Washington, on allait jouer au casino ensemble. Non, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Il s'est mis à mentir à Abidjan. Mentir. Et il commence toujours par mentir à ses propres collaborateurs. Même sa propre femme même ne sait plus distinguer quand il dit la vérité et quand il ment. Tellement il ment naturellement. Il s'est mis à dire, mais ça tombe bien, mais Donald, c'est un ami personnel. Tu sais, Donald, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai aidé à développer son empire. Donald, ses affaires ne marchaient pas. Il est venu me voir à mon bureau à Washington. C'est moi qui lui ai donné des instructions. Sinon, d'ailleurs, tout le business Trump n'allait pas tenir. Non. Donald, c'est un petit à moi. Quand il me voit, il m'appelle grand frère Alassane. En anglais, il m'appelle grand frère. On dit, mais président, en anglais, c'est pas comme ça qu'on dit grand frère, on dit big brother. Ah oui, il m'appelle big brother Alassane.
Voyez la volte-face éhontée d'un tyran africain. Il veut jouer à l'ami de Trump. Il veut jouer à l'ami de Trump. Il tombe amoureux de Trump, tout d'un coup comme ça. Coup de foudre. Ouattara amoureux de Trump. Il ne parle plus de Kamala Harris. Mon ami personnel, Joe Biden. Mais Joe c'est un ami personnel. D'ailleurs, il sera réélu. Joe sera réélu. Comme ça, vous aurez la preuve que moi, je peux être président jusqu'à 150 ans en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Dramane Ouattara, c'est vraiment la honte incarnée. Parce qu'en fait, il a misé entièrement sur le candidat démocrate, Joe Biden. Joe est tombé. Il a misé sur Kamala Harris. Kamala est tombée. La plupart des dirigeants de l'Union européenne, dont le président Macron avait misé sur Biden, Biden est tombé, ont misé sur Kamala Harris. Kamala Harris est tombée. Et aujourd'hui, ils veulent donner l'impression qu'ils ont toujours été les amis de Trump. Mais Trump les connaît tous. Trump les connaît tous. Et Alassane Dramane Ouattara fait comme s'il ne se rend pas compte que la politique que Trump veut mener ne sera pas en tout point celle de Biden. Par exemple, Trump ne veut plus de la poursuite de la guerre russo-ukrainienne. Il n'en veut plus. Il ne veut plus engager les armées américaines dans des batailles militaires, là maintenant dans le monde. Il veut rééquilibrer les choses pour s'assurer du bien-être de sa population. Il est dans une politique isolationniste et protectionniste. Ce n'est pas la même politique que l'interventionnisme échevelé des démocrates, soi-disant donc démocrates américains. Donc, j'ai tenu à commenter ce point d'actualité, une fois de plus, pour vous montrer que les analyses de votre serviteur sont toujours corroborées par des faits. Soit votre serviteur vient avec les faits qui corroborent ses analyses, soit il vous dit ses anticipations, et par la suite, vous avez des faits qui viennent renforcer ce qu'il vous avait dit. C'est sous la forme comique du téléphone rouge que je vous ai dit que Ouattara allait se précipiter pour commencer à flatter Biden. C'est vrai ou c'est faux? Disons-nous la vérité ici. Je ne vous ai pas dit qu'il serait le chef des flatteurs. Ne vous ai-je pas dit que c'est Ouattara qui serait le commandant de la secte des aplaventristes qui vont venir flatter Trump, supplier Trump, dire à Trump qu'en fait, nous croyons que c'est Trump qui allait gagner. On était convaincus. Hein? We were convinced that Donald Trump will gagner the election. Mais we were convinced, but we have not dire ça publicly. Dans son anglais transparent. Ah, nous étions convaincus que c'est Donald qui allait gagner, mais on ne pouvait pas dire ça publiquement. Just because we don't want to enerve. We don't want to enerve Joe Biden, Sleepy Joe. Voilà son anglais là qu'il parle comme ça. On lui donne la parole. And we don't want the blood to be verse. We don't want the blood to be verse. Ah! Alassane Ouattara, il dit qu'il a fait des études aux États-Unis. Il ne peut même pas remplacer le verbe verser en français par tout trop en anglais. Il n'a jamais utilisé tout trop. Trop something. T-H-R-O-W là, que nous on a étudié en 6e. Ouattara Dramane. Quelle tête dure. Et on comprend. On comprend rétrospectivement ces blocages mentaux. C'était un monomane intellectuel. Il connaît 2 ou 3 choses, bon, il les connaît bien, c'est tout. Aucune curiosité véritable pour la diversité et la richesse de la connaissance de ce monde. Pas de culture générale. Toujours en train de 3%, 4%, 20%, une mentalité de comptoir, un esprit qui fétichise les chiffres. Un esprit quantitativiste. Alassane Ouattara, il est sous le pouvoir du règne de la quantité. C'est un démon compteur. Démon compteur. Il est habité par le démon du compte. Ça fait combien là? On a eu combien? Toujours, c'est ça sa question. On a eu combien dedans? On a eu combien dedans? Tout cet argent qu'il accumule, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est même pas son argent. Non mais vraiment, j'ai été déçu quand j'ai vu comment ce type-là fait de l'aplaventrisme devant les États-Unis. Bon, il y a une dynamique souverainiste en Afrique, elle passera par la Côte d'Ivoire. Hein. Le peuple ivoirien sera obligé de récupérer son indépendance, sa souveraineté volée depuis la pseudo-indépendance de 1960. Cette souveraineté-là, elle est à récupérer. Les peuples africains de Côte d'Ivoire, les générations ivoiriennes actuelles ont le grand devoir d'accomplir le chemin de la souveraineté. Il n'y a pas de choix. Hein. Pour pouvoir souder la lutte ivoirienne à celle de l'Alliance des États du Sahel,
Il faut dessouder les valets de l'impérialisme et du néocolonialisme. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chance, il n'y a pas d'autre issue pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je passe au sujet suivant. Alors, on reste en Côte d'Ivoire pour le sujet suivant, justement, puisque le président Laurent Gbagbo édifie l'ambassadeur de France sur la détermination du peuple souverain africain de Côte d'Ivoire. Je voudrais parler de cela. Il y a eu une audience de plus de 2 heures, nous dit-on, entre le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et l'actuel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Alors, bien que n'ayant pas participé à l'audience, nous allons nous exercer une fois de plus ici à un travail d'imagination, l'imagination transcendantale. Imaginons ce qu'ils se sont dit à partir des intérêts connus des uns et des autres. On peut imaginer ce qu'ils se sont dit. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, président du PPACI, a rencontré pendant plus de 2 heures l'actuel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les communiqués qui ont été publiés laissent entendre que c'est une conversation qui était très riche et très animée. Que c'était une conversation dans laquelle les chats étaient appelés chats et non pas animaux miaulants possédant des griffes. Oui, le président Laurent Gbagbo, dont le franc-parler est légendaire, a sans doute dit le fond de sa pensée à l'ambassadeur de France. Alors, je voudrais ici imaginer ce que les deux se sont dit. Mais pour imaginer ce que les deux se sont dit, je vais vous dire comment je procède. D'abord, je vous préviens, moi, je n'étais pas là-bas. Ce que je vais dire ici, ce sont des anticipations rationnelles. Et vous savez qu'en général, bien que je ne sois point, bien sûr, infaillible, mes anticipations rationnelles sont souvent corroborées plus tard par les faits avérés. Donc, je vais faire des anticipations rationnelles. Je vais imaginer ce que l'ambassadeur de France a dit et ce que le président Gbagbo a dit. Je vais imaginer la conversation telle qu'elle s'est déroulée. D'accord? Et pour cela, je vous dis comment je procède. D'abord, quels sont les intérêts de la France en Côte d'Ivoire? Parce que l'ambassadeur de France est là pour défendre les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Et ensuite, quelle est la position du président Laurent Gbagbo à propos des intérêts de son peuple et quelle est sa propre position par rapport à ses intérêts, lui et son parti, le PPACI? Quand vous connaissez les deux éléments, là, vous pouvez savoir de quoi ils ont discuté. Donc, je commence par les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. La France est intéressée par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire constitue l'une de ses dernières bases militaires importantes. Parce que la France ne veut pas se retirer militairement. Le gouvernement français actuel ne veut pas se retirer militairement du sol africain. Les auditions en février de l'ancien chef d'état-major de l'armée française devant une commission parlementaire ont permis de savoir, le général Didier Castres, ces auditions ont permis de savoir que la France, le gouvernement français, envisage de mettre sous uniforme civil des troupes militaires qui vont continuer les mêmes fonctions que les troupes sous uniforme officiel. Les troupes françaises sous uniforme officiel qu'on a aujourd'hui dans les bases militaires françaises d'Afrique. Le plan, c'est de reconvertir tous ces gens-là en compagnie de mercenaires, en compagnie militaire privée, et de les disséminer de façon invisible dans la population. Le général Castres a exposé ce plan. Donc, il ne s'agit pas de partir, mais de rendre invisible la présence militaire française en Afrique. C'est ça la ligne actuelle du gouvernement Macron. Voilà la vérité. Ils m'en veulent pourtant. Pourtant, ce sont eux qui donnent les informations. Quand ils s'en vont parler au Sénat, je suis là, j'écoute. Quand j'ai fini d'écouter, puisque ce sont des auditions publiques, j'en parle à mon peuple et voilà mon crime. Pourquoi il parle de ce que le général Castres a publiquement dit? Pourquoi il en parle aux Africains? C'est scandaleux quand même qu'on veuille que l'information ne soit pas partagée, alors même qu'on la donne publiquement. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé chercher dans des archives secrètes. Non, j'écoute les auditions.
Le général Didier Castres a expliqué la manœuvre. On dit qu'on va réduire les effectifs militaires français en Afrique et en même temps, on est en train de transférer les compétences que l'armée officielle française avait à des compagnies de sécurité privées, à des compagnies de mercenaires, qui bien souvent d'ailleurs seront composées de gens de peau noire et donc difficiles à identifier comme étant des forces étrangères. Et le général Castres est allé jusqu'à dire que grâce à cette méthode, ils sont en train de contrôler toute la région du port autonome d'Abidjan et même toute la région de l'Omo Nord. C'est-à-dire, en fait, qu'ils sont en train de renforcer la présence militaire, leur présence militaire en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est le premier intérêt de Paris. Maintenir une présence militaire en Côte d'Ivoire est une condition essentielle pour garantir un moyen de pression sur ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire et ainsi protéger les intérêts économiques. Parce que le deuxième point sont les intérêts économiques. Dans plusieurs pans de l'économie ivoirienne, les monopoles français sont intacts. Il y a d'immenses monopoles dans le domaine de l'énergie, d'immenses monopoles dans le domaine des transports, d'immenses monopoles dans les chantiers publics, les marchés publics, comme par exemple le fameux marché du métro d'Abidjan, d'immenses monopoles dans le domaine de la sécurité. Il y a des monopoles partout qui sont détenus par des multinationales françaises. L'ambassadeur est là pour défendre cela. C'est légitime, hein, c'est la fonction d'un ambassadeur. Troisième élément, la Côte d'Ivoire est une rampe de l'influence médiatique et culturelle de l'Hexagone. Perdre le contrôle de la Côte d'Ivoire, c'est perdre la possibilité de faire rayonner ce qui reste encore de la pâle existence de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà au moins trois enjeux. Un enjeu géostratégique, géopolitique, un enjeu économique, et puis un enjeu, on va dire, culturel. Et la Côte d'Ivoire est une place forte pour cela, comme le Sénégal, comme le Gabon, comme Djibouti, et toutes les bases intermédiaires, comme le Tchad. Bon. Voilà ce que défend l'ambassadeur. Il est là pour veiller à ce que ceux qui exercent le pouvoir à Abidjan protègent ses intérêts français, considérés comme des intérêts vitaux, eu égard au fait que, comme nous l'a dit M. Chirac, d'où vient l'argent dont nous nous nourrissons en France? Excusez-moi, M. Chirac, de vous sortir. Venez dire d'où vient l'argent que nous avons en France. Oui. Le rappel sauve l'âme. On dit seulement une chose, ouais. Qu'est-ce qu'on c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, très bien. Donc, on sait très bien pourquoi cet ambassadeur est là. Le président Chirac l'a avoué. L'Afrique, mamelle nourricière. L'Afrique, source de ressources naturelles gratuites. Ou en tout cas, bradées, moins chères. L'Afrique, éternellement, vache à lait. C'est ça la théorie, c'est ça la vision qui commande la politique néocolonialiste. Bon, ok. Maintenant, intéressons-nous à l'autre interlocuteur de la conversation, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, lui, a affiché, depuis d'ailleurs sa jeunesse, ses options pour l'indépendance africaine, pour la souveraineté africaine. Même si quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu toutes les coudées franches pour poser un certain nombre d'actes de souveraineté. Ce par quoi il s'est fait remarquer, c'est d'avoir dit qu'il n'est pas le sous-préfet de la France. Donc, le président Laurent Gbagbo s'installe devant l'ambassadeur de France comme quelqu'un qui est connu pour contester la domination française sur la Côte d'Ivoire. Il est actuellement présent sur le terrain de Côte d'Ivoire comme doyen de l'opposition à la politique néocolonialiste française et à la politique vassale de Ouattara Draman. Les malheurs et les déboires du président Laurent Gbagbo s'expliquent précisément par ce refus d'abandonner la souveraineté africaine de Côte d'Ivoire à l'ancienne puissance coloniale. C'est cela qui lui a coûté
les déboires qu'il a connus. Pratiquement depuis le début de son engagement politique contre le président Houphouët-Boigny, il était perçu comme quelqu'un qui pourrait remettre en cause, justement, cette omerta, cette mafia de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Ce qui lui a valu donc une très grande adversité. Donc, quand il s'assoit devant l'ambassadeur de France, celui-ci regarde la bête noire du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo. Comme il le dit souvent lui-même, quand il passe comme ça, eh bien, les néocolons français disent, voilà un homme qui passe. Voilà un homme qui passe. Ils le pointent comme ça, on dit, voilà un homme qui passe. Oui, parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui peut dire non, y compris quand il est dans un rapport de force qui ne lui est pas du tout favorable. C'est ça un homme. Quand ce sont ses principes et son âme qui sont en jeu, il dit non. Advienne que pourra. Fais ce que doit. Deuxième élément, le président Laurent Gbagbo se présente devant l'ambassadeur de France, renforcé par les victoires judiciaires internationales qu'il a remportées. Le président Gbagbo n'a pas simplement gagné face à Alassane Dramane Ouattara et son régime du RHDP. Le procès de la CPI, il l'a gagné face à la nébuleuse de la communauté internationale mobilisée par la France de Sarkozy, de Hollande et finalement de Macron. Il a gagné la CPI là. Ce n'est pas simplement contre Ouattara. Hein. Il a gagné contre toute la France-Afrique. Donc l'homme qui s'assoit devant l'ambassadeur de France est regardé comme un revenant. Revenant d'outre-tombe. Il est renforcé en outre par toutes les révélations que le procès de la Haye a permis de faire et toutes les publications, comme en dernière date, ce fameux livre de Bourgi. Bourgi qui avoue que Nicolas Sarkozy, de Nagui-Bokcha Paul Stéphane, lui a dit qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo. Il a dit, je vais le vitrifier. Bourgi rapporte ça ici, dans son livre-là. Donc l'homme que l'ancien président français a voulu vitrifier, c'est lui qui est assis devant l'ambassadeur de France pour lui parler. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France regarde Laurent Gbagbo comme un personnage eschatologique, c'est-à-dire un personnage qui est protégé par des forces surnaturelles. Parce que normalement, Laurent Gbagbo ne devait pas être assis devant lui. Après ce qu'on lui a fait subir, là, ce type-là ne devait pas être assis devant lui. La scène de Laurent Gbagbo en conversation avec l'ambassadeur de France n'était pas écrite dans le programme de son élimination politique. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo vient dire à l'ambassadeur de France que l'homme qu'on a voulu complètement détruire est encore vivant et qu'il serait temps pour la politique française en Côte d'Ivoire de prendre acte du fait que le destin de Laurent Gbagbo appartient à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire et à Laurent Gbagbo lui-même. Donc, rien que cette rencontre a une signification métaphysique. Voici l'homme que vous avez voulu abattre. Dieu n'a pas voulu cela. Et son peuple ne l'a pas abandonné, ne l'a pas rejeté. Vous dites quoi? Je suis là. Je suis revenu. Il était prévu que je meure à la Haye. Avant que j'aille à la Haye, il était prévu peut-être même que je meure dans le bunker. Avant ça, c'était prévu que je meure. J'ai échappé à tout ça. Me voici. Alors, ça me rappelle encore une boutade du président Laurent Gbagbo. Il dit, quand tu poursuis quelqu'un, il fuit. À un moment donné, à force de courir, il est fatigué. Il cherche un mur, il s'adosse sur le mur, il dit, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va voir. C'est cet homme-là qui était assis devant l'ambassadeur de France. Pour dire, vous avez tout fait, me voici toujours, je suis là. Mon tombeau, c'est dans mon pays. Mon berceau, c'est dans mon pays. J'ai été contraint à l'exil. J'ai fait la prison politique. Me voici. Voici le redoutable animal politique. Là, devant vous. Ça fait 2. Troisième sujet. Le président Laurent Gbagbo est forcément venu dire aux représentants français, si vous voulez avoir un avenir dans notre pays, il faut que vous renonciez définitivement
à votre ambition de le garder sous votre domination. Ma génération a continué le combat de nos prédécesseurs. Mais la génération qui vient après moi, elle n'aura même pas ma patience. N'aura même pas ma patience. Il vaut mieux que vous changiez le logiciel que vous utilisez dans vos relations avec les Africains. Ce que j'ai vécu avec vous devrait vous amener à renoncer à cette volonté de nous embrigader par l'intimidation, par le mensonge, par la corruption, par la violence. Moi-même, j'ai pris l'argent public de Côte d'Ivoire pour donner à vos présidents parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, je suis parfaitement conscient de la richesse de mon pays, la Côte d'Ivoire, la richesse de l'Afrique. Et je sais que c'est en raison de la traite négrière, de la colonisation et la néocolonisation que vous nous exploitez encore. Je suis historien de formation. Donc, je viens vous dire, renoncez à imposer vos 4 volontés aux Africains. Cela ne marchera plus. J'imagine le 5e point de l'intervention du président Gbagbo. Dans ce pays, alors que vous aviez pris fait et parti pour mes opposants contre moi, quand j'étais aux affaires, moi j'ai signé en 2005, à l'issue de l'accord de Pretoria, avec Guillaume Soro, et sous l'égide du président Thabo Mbeki, j'ai signé un décret permettant à M. Alassane Dramane Ouattara, mon opposant farouche d'alors, lui permettant d'être candidat à l'élection présidentielle, ici en Côte d'Ivoire. J'ai accepté de signer ce décret pour donner une chance à la paix, à la réconciliation et au panafricanisme. Parce que ce monsieur Ouattara que vous voyez, vous le savez vous-même, il est de père et de mère voltaïque. Le président Houphouët-Boigny nous l'a imposé ici. Le président Houphouët-Boigny l'a naturalisé ivoirien. Depuis là, on se démerde avec lui comme ça. Il a renié son Burkina Faso natal et il nous traite dans notre propre pays comme des esclaves. Nous obtenons nos droits par des génuflexions, nous obtenons nos droits par des supplications, nous obtenons nos droits en disant Sabari, Sabari, Sabari. Nous sommes colonisés par un homme qui pourtant a la même apparence que nous. Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un colon noir. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, monsieur l'ambassadeur. C'est une description. Il se comporte envers nous exactement comme quelqu'un qui a pris le pouvoir par une conquête militaire et qui continue à tenir ses sujets en laisse au bout du canon. Nous sommes braqués par Ouattara. Et vous avez de la complaisance envers tout cela parce que c'est dans ces conditions que vous maintenez votre mainmise sur mon pays. Bon, je suis venu vous dire que moi, Laurent Gbagbo, c'est moi qui ai signé le décret pour que Ouattara soit candidat. Mais aujourd'hui, Ouattara, moi, qui suis de père et de mère ivoirien de naissance, né en Côte d'Ivoire, lui, il est né dans la région de Sendou. Lui, il m'enlève des listes électorales de mon pays en m'accusant de quelque chose que je n'ai pas fait, puisque j'en ai été disculpé par une juridiction supérieure. Il m'enlève des listes électorales de mon pays. Il enlève même ceux qui l'ont aidé à combattre contre moi, comme Guillaume Soro. Il enlève leur nom des fils de la Côte d'Ivoire qui sont plus légitimement ivoiriens que lui, Ouattara. Il enlève leur nom. Il enlève nos noms des listes électorales pour organiser une soi-disant élection présidentielle sans nous, alors que nous représentons la véritable opposition. Je suis venu, moi, Laurent Gbagbo, je suis toujours dans l'imagination transcendantale. Je suis venu vous dire, de dire à Ouattara qu'il n'est pas acceptable qu'il retire les Ivoiriens des listes électorales de notre pays pour organiser de soi-disant élections présidentielles sans les Ivoiriens. Alors que l'un de ces Ivoiriens-là se trouve être celui-même qui a signé le décret qui lui a permis d'être candidat. Dieu n'accepte pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire n'accepte pas ça. Moi, Laurent Gbagbo, là, voilà, je ne vais pas accepter ça. Je vous parle comme si j'étais assis là-bas. Hein. Je vous parle comme si j'étais assis. Il est venu dire, ce combat, je le mènerai. Dites à vos responsables en France, dites au président Macron, dites au Premier ministre français que Laurent Gbagbo dit qu'il n'acceptera pas d'être exclu des listes électorales.
et que Laurent Gbagbo n'est pas seul. Guillaume Soro dit qu'il n'acceptera pas d'être exclu des listes électorales. Nous disons que nous n'accepterons pas que des Ivoiriens soient exclus de Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a dû accepter grâce à une opération par césarienne. Oui, Ouattara est entré dans la citoyenneté ivoirienne par césarienne. Il n'est pas entré par la noble voie de la sincérité, de l'honnêteté. C'est par des contorsions et des acrobaties rocambolesques que ce monsieur s'est retrouvé avec la nationalité ivoirienne. Il n'a même pas épousé une Ivoirienne d'abord, comme nous autres. Là. Nous, on a épousé Ivoirienne. On peut dire, donnez-nous la nationalité ivoirienne parce que nous avons épousé vos enfants. Mais Ouattara, il a épousé une franco-algérienne. Avant, là, c'était une jamaïcano-américaine. Et il est né au Burkina. Et de père et de mère burkinabé, voltaïque. Il a renié notre belle terre pour venir troubler toute l'Afrique. Et c'est lui qui doit nous exclure des élections dans notre pays. C'est trop. Même nos frères au Burkina disent que ça, c'est trop. Le peuple burkinabé, maintenant, soutient le peuple ivoirien contre Ouattara. Parce que tous les problèmes que le Burkina a sont encore le fait de ce même Ouattara. Ce reniard qui retourne son couteau contre la terre où est enterré son cordon ombilical. Ouattara, là, il est né au Burkina. Son cordon ombilical est enterré au Burkina. Et c'est lui qui n'arrête pas de retourner le couteau contre le Burkina. La Côte d'Ivoire qu'il a accueilli, il a le couteau comme ça sur la Côte d'Ivoire. Il ne fait que piquer la Côte d'Ivoire, matin, midi et soir. Pia, 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 pia. Le Burkina qui lui a donné naissance. Le Burkina qui lui a permis d'avoir jusqu'à une bourse de doctorat. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études aux États-Unis. L'ambassadeur a témoigné. Ambassadeur de la Haute-Volta aux États-Unis a témoigné des conditions d'arrivée d'Alassane Ouattara étudiant aux États-Unis. Il n'avait pas d'argent pour manger. Il n'avait pas d'argent pour manger. Lui qui veut donner l'impression qu'il est né avec une cuillère en or. Non, j'ai jamais manqué de rien. On a toujours tout eu. C'est faux. Il arrive aux États-Unis. Alassane Ouattara a faim. Et il s'en va et l'ambassadeur sort une enveloppe de $500. On donne à Ouattara pour qu'il aille manger. L'ambassadeur a témoigné que c'était la première fois qu'il voit Ouattara. Quand Ouattara est venu demander que la Haute-Volta l'aide à manger. Manger là. Il n'avait pas mangé. Aujourd'hui, il se moque des pauvres. Il traite les autres de fils de pauvres. Alors que lui-même, c'est un fils de pauvre. Nous tous là, on est des fils de pauvres. Si son papa était aussi riche que cela, pourquoi il n'a pas payé ses études? Pourquoi $500 lui manquaient aux États-Unis? $500. Toi, tu es fils de riche, tu arrives aux États-Unis. C'est $500 qui te manquent. Hein? Ouattara Draman. Il est issu d'une famille pauvre comme nous tous là. La plupart des Africains sont issus d'une famille pauvre au sens de conditions modestes. Parce qu'on est né dans des pays qui étaient des pays néocolonisés, anciennes colonies, donc des pays pillés, des pays appauvris. Les gars, ils viennent, quand ils arrivent au pouvoir, ils se mettent à réécrire leur histoire. Mais j'ai jamais manqué de rien. Je passais mon temps dans les camions de mon père. C'est faux. Il manquait de tout. Quand l'ambassadeur du Burkina Faso l'a accueilli, il avait faim. Tu le regardais dans ses yeux comme ça. Il avait envie de grailler. Hein? Il voulait Badou. Comme ça on dit à Abidjan. Il voulait Badou. Et l'ambassadeur a décrou le djé. Et puis il a donné à Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara est allé manger. Il a mangé, il a bu de l'eau, il a roté. L'argent du Burkina. Et il ne passe pas une journée sans fomenter des coups contre ce pays. Hein, Ouattara? On peut faire ça? Tu passes ton temps à fomenter des coups contre un pays qui t'a payé les études jusqu'aux États-Unis. Les pauvres paysans burkinabés ont payé les impôts pour que Ouattara aille à l'école. En retour, il passe son temps à déstabiliser le pays. Hein, Ouattara Draman? On peut faire ça à un pays? Donc le président Gbagbo
assis devant l'ambassadeur de France, lui a dit la détermination du peuple ivoirien à se libérer du joug de Ouattara. Et a conseillé à la partie française de ne pas s'associer à Ouattara. Parce qu'en s'associant à Ouattara, elle va aggraver le reflux de ses intérêts en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce message-là que le président Gbagbo est venu porter. Alors, l'ambassadeur de France, en tant que diplomate, a sans doute essayé d'apaiser le président Gbagbo en lui disant des mots doux. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas un enfant tombé de la dernière pluie. Il a dit qu'il n'oubliera jamais la manière dont Jacques Chirac l'a remercié quand il a pris 3 milliards de francs CFA ou bien 2 milliards de francs CFA pour donner à Chirac. Il sait ce que Chirac lui a fait après. Chirac a soutenu ses adversaires. Ouattara, soutenu à l'époque par le secrétaire général du MPCI, Guillaume Soro. Chirac a mangé l'argent de Gbagbo et il a attaqué Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais. Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais. C'est un historien. Il connaît l'histoire. Ces gens-là, quand tu leur as dit que tu refuses de se soumettre à eux, ils ne t'aident pas. Ils travaillent à ta perte. De ce point de vue, ils sont très disciplinés. Si Kadhafi savait ça, si Laurent Gbagbo même savait ça avant, il n'allait pas donner l'argent de la Côte d'Ivoire à Chirac, à Bourgi, pour donner à Chirac. Kadhafi, lui, il a donné 50 millions de dollars à Sarkozy. Vous avez vu comment Sarkozy l'a trucidé? Vous avez vu le remerciement de Sarkozy à Kadhafi? Est-ce que vous savez que Kadhafi lui a donné des dizaines de millions de dollars? Vous avez vu le remerciement? 6 mois de bombardement. Association de malfaiteurs avec les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Kadhafi n'a même pas été tué rapidement d'une balle à la tête. Ils l'ont torturé, ils ont profané son corps, ils l'ont traîné par terre, ils l'ont déshumanisé, comme l'a expliqué Karine Ramondi dans le livre que j'ai cité. Le président Gbagbo, en discutant avec l'ambassadeur de France, n'est pas allé chercher le soutien de la France, mais appeler la France à prendre acte du fait que les temps ont changé. Et donc à dire à Ouattara, la vraie solution pour une coopération saine entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est que il y ait un processus équitable, transparent, incontestable de compétition politique. Que celui que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi gagne et qu'il exerce le pouvoir. Et qu'avec celui-là, la France discute de la reconstitution, de la reconstruction de ses relations. Le président Laurent Gbagbo n'a pas oublié qu'il est père de citoyens français. Il n'a pas oublié que sa première épouse, Jacqueline Chamois, était une Française. La mère, du professeur Michel Babou. Laurent Gbagbo n'a pas oublié, il a un sang mêlé avec le peuple français. C'est pour cela qu'il ne peut pas être dans une politique de vengeance et de revanche contre le peuple français. Même si il est déterminé à affirmer la souveraineté africaine. Donc, j'imagine que l'ambassadeur de France a dit des mots doux. C'est la méthode de la diplomatie, de la langue de bois. Il a dit des mots doux au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il lui a dit des mots doux, lui a dit « Je ne vous crois pas ». Mais je pousse mon imagination jusqu'à dire, il est possible même qu'il lui ait dit, mais monsieur le président Gbagbo, ça serait intéressant que nous fassions une médiation entre vous et le président Ouattara à condition que vous acceptiez de partager le pouvoir avec lui. C'est-à-dire que vous pourriez mettre en place, avec le président Alassane Ouattara, une espèce de gouvernement d'union nationale. Le président Alassane Ouattara serait le président de la République. Vous deviendriez le vice-président de la République avec un grand titre honorifique. Et on ferait comme ça 1, 2 ou 3 vice-présidents de la République, un peu la solution qui avait été esquissée à un moment donné en République démocratique du Congo. Et puis, on ferait une clé de répartition du gouvernement ivoirien. Il y aurait des ministres RHDP, il y aurait des ministres PPACI, même d'ailleurs Guillaume Soro peut revenir, accepter d'être 2e vice-président de la République, et il y aurait une clé de répartition avec des ministres GPS. Et vraiment, mais la France pourrait trouver un intérêt extraordinaire
dans une telle entente. J'imagine, hein, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit. Je dis bien que c'était un exercice d'imagination transcendantale. À cette proposition, le président Gbagbo a dit non. Non et non. Il faut que la souveraineté du peuple ivoirien soit respectée. Celui qui obtient le soutien de la majorité des Ivoiriens doit gouverner la Côte d'Ivoire. Dites à M. Ouattara de mettre fin à l'exclusion électorale, d'accepter que nous nous asseyions et que nous discutions des conditions d'un processus électoral équitable. Et dans ces conditions, nous tiendrons compte de votre rôle positif pour désamorcer la bombe qui se prépare. Et lorsque les Ivoiriens auront fini de choisir leurs dirigeants par leur propre mécanisme, le gouvernement légitime qui va émaner des élections va pouvoir discuter, réaménager la relation avec la France, en tenant compte du fait que la France elle-même a mis de l'eau dans son vin. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous nous regardez comme étant faibles, parce que nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas la gendarmerie, nous n'avons pas les renseignements généraux, nous n'avons pas la force armée. Je ne suis pas venu vous dire ici que je vais monter une rébellion. Je n'ai pas l'âge de ce projet et je n'ai pas l'intention de ce projet. Mais ce serait une erreur de votre part de sous-estimer le peuple ivoirien dans sa capacité à se libérer de l'oppression. Même le président Oufoué a dû reculer. Même le président Bédié, paix à son âme, a dû reculer. Même le président Guy Robert, paix à son âme, a dû reculer. Monsieur Ouattara ne fera pas exception. Moi-même, j'ai dû reculer. J'ai dû quitter le pouvoir, laisser le pouvoir. Dites à M. Ouattara de ne pas croire que fatalement, ces opérations de capture de notre peuple réussiront toujours. L'histoire enseigne que tout ce qui commence mal, se poursuit mal, finit mal. Voilà l'entretien tel que je peux l'imaginer et le reconstituer pour votre gouvernement. J'imagine seulement les mots doux qui ont été dits par l'ambassadeur de France au président Gbagbo. Non, vous savez, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes un homme brillant, c'est d'ailleurs dommage que ça ne se soit pas bien passé entre nous. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est cultivé, qui connaissait bien la France, vous avez fait une partie de vos études chez nous, votre première épouse était française, votre fils est français par sa mère. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour faciliter la détente des relations franco-ivoiriennes, c'est bien vous, Monsieur le Président Gbagbo. Moi, en tant qu'ambassadeur, je vais vous dire la bonne volonté de mon chef pour vraiment envisager une option qui rassure tout le monde. Parce que dans tout ça, n'oubliez quand même pas qu'il y a aussi M. Thiam qui aspire à la magistrature suprême. Et M. Thiam a une posture qui est plutôt intéressante, c'est qu'il est prêt à éventuellement négocier avec le président Alassane Ouattara. Donc, ça serait la sagesse. Mais il y a de la place pour tout le monde en Côte d'Ivoire à condition que l'intérêt suprême du pays amène tout le monde à mettre un peu d'eau dans son vin. Et franchement, au nom de la France, on ne serait pas embêté d'aider à une solution à l'amiable parce que de toutes les façons, les positions tranchées, ça n'arrange personne. Nous, on n'a pas besoin d'une Côte d'Ivoire instable. Hein, si nous y faisons des affaires avec autant d'appétence, c'est parce qu'elle est quand même un pays relativement stable et on ne veut pas que ça se gâte. Vous avez bien vu comment ça s'est mal passé pour nous avec le Mali, le Burkina, le Niger. On n'a quand même pas envie que ça continue. Vous voyez, c'est comme ça qu'il parlait sûrement. Je dis bien que je suis en train de m'adonner à quoi ici? À un exercice d'imagination transcendantale. L'imagination transcendantale. Hein? Et puis, ils ont dit, vous voyez, c'est des choses... Vous voyez, le président Alassane Ouattara, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours compris le leadership français. Vous savez, avec son épouse Dominique, ils offrent beaucoup de garanties pour nous. Vous devez comprendre tout cela. Nous faisons de la réelle politique, on fait avec la réalité. C'est lui qui est le président. Donc, écoutez, on essaiera de lui parler, de voir avec lui. Mais vous aussi, de votre côté, assouplissez-vous, acceptez la possibilité de vous unir, de vous mettre ensemble pour gouverner le pays en bonne entente. Acceptez cette possibilité, hein, ça serait pas mauvais. Vous comprenez? Voilà donc les choses que je crois avoir, par mon imagination transcendantale, entendues.
Le président Gbagbo, sans doute, est resté très calme tout le temps que son interlocuteur essayait de le breaker politiquement, pour ainsi dire. Quand l'autre a fini, lui a dit « Je réitère ce que je suis venu vous voir pour vous dire que je n'accepterai pas d'être exclu des listes électorales. Que plusieurs leaders de l'opposition sont sur la même position que moi. Que le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, ne veut pas de cette exclusion. C'est pour ça que je suis venu vous voir, monsieur l'ambassadeur. Vous avez la possibilité, monsieur l'ambassadeur Christophe Béliard, vous avez la possibilité de parler à monsieur Ouattara. Parlez-lui avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce pourquoi moi je suis venu vous voir. Vous voyez? Bon, voilà la conversation telle que je l'imagine. Je suis en train de replacer les machines pour les charger. Excusez-moi. Voilà la conversation telle que je l'imagine entre les deux hommes. Puis, ils se sont séparés cordialement. Bon, le président Laurent Gbagbo offrant son plus large sourire, ce qui ne veut pas dire qu'il est content, mais qu'il est détendu. Et l'ambassadeur de France a pris des notes abondantes. J'imagine peut-être qu'il était assisté de conseillers qui ont pris toutes les notes. Je crois même que l'entretien a été enregistré pour faire écouter à son patron à Paris. Hein? Tout ça est passé dans les micros. De telle façon que ça va être, c'est-à-dire que tous les mots que le président Gbagbo a prononcés dans sa rencontre avec l'ambassadeur de France, je suis certain qu'ils vont être méticuleusement analysés. Tout l'entretien va être réécouté à zéro. Les 2 heures, il va y avoir au moins, je ne sais pas, 50 spécialistes français de Côte d'Ivoire qui vont s'asseoir pour écouter la bande audio de la conversation. Et il ne faut pas exclure que si ça s'est passé dans les enceintes de la représentation diplomatique, il y a même la vidéo, parce qu'ils ont tous les moyens de capter le son et les images dans leur périmètre. Enfin, voilà. Voilà l'exercice auquel je voulais me livrer sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Je vous dis, chiche, ça finira par sortir dans la presse, non? Vous connaissez ces choses-là. Ça finit toujours par sortir. J'imagine que Jeune Afrique bientôt, RFI tantôt, France 24, TV5, de toutes les façons, eux, ils ont souvent accès à tout ça. Ils vont commencer à nous sortir des bribes du contenu de l'entretien. N'oubliez pas que moi, je n'ai pas bénéficié d'une bribe. Je vous le dis, personne ne m'a rendu compte du contenu de l'entretien. Et je dis que je n'étais pas là-bas. Moi, je n'ai même pas l'avantage de Chris Yapi. Je n'ai pas de hibou. J'ai utilisé mon imagination transcendantale. C'est-à-dire que grâce à la connaissance des thèses traditionnelles des 2 parties en présence, je peux imaginer leur conversation. Je peux imaginer toi, ta conversation avec quelqu'un, dès lors que je connais les idées que tu défends habituellement. Je connais les idées que cette personne défend habituellement. Je peux, littéralement comme un scénariste ou comme quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre, je peux entièrement imaginer votre conversation. Hein? Je peux entièrement imaginer votre conversation. Soum dit que c'est moi-même qui suis Chris Yapi. Astafroullah. Le grand investigateur ivoirien, pardon, il ne faut pas gâter mon nom. Je ne suis pas à son niveau. Chris Yapi, c'est un esprit immense. Il faut respecter ce monsieur-là. Chris Yapi, c'est autre chose. Moi, j'utilise la technique de la projection intellectuelle. Mais Chris Yapi, il est dans la projection astrale. Astrale. Voilà. Celui-là, il méritera une très grande médaille. Oh. Et il est stratosphérique. Moi, je suis atmosphérique. Mais Chris Yapi, lui, il est stratosphérique. J'utilise l'imagination transcendantale. L'imagination transcendantale. Écrivez ça. C'est un thème favori de la philosophie de Kant et de Heidegger. On retrouve également ce thème-là dans les maximes du visible Ptahhotep, qui dit que tu peux voir ce qui se produit si tu apprends à voir en utilisant l'œil de ton esprit. Si tu apprends à voir par-dedans, tu peux voir ce qui se produit au dehors, longtemps avant que cela n'arrive. Voilà. Voilà une petite introduction à la théorie de l'imagination transcendantale. Apprendre à voir par-dedans, c'est-à-dire comprendre les gens. Une fois que tu comprends les gens, tu entres dans leurs yeux et tu vois à travers leurs yeux. Quand tu comprends quelqu'un là,
Tu peux entrer donc et voir comme il voit. Ouattara Draman, j'entre ici dans son crâne là, puis je vois comme il voit. Mes yeux coïncident avec ses yeux et je regarde ouattariennement. Je regarde comme le chameau, chaméliquement. Ouais. Et puis je vois. Alors, entre-temps, bien sûr, pendant que la conversation avait lieu, Alassane Ouattara sans doute a essayé d'obtenir le maximum du feedback de cette conversation. Et il a sans doute essayé de faire du chantage à la partie France. Faites gaffe avec Laurent Gbagbo. Hein. C'est un flatteur. Il faut faire attention avec lui. Hein. Monsieur Béliard, attention. Hein. Attention avec ce monsieur, c'est un roublard. Hein. On l'appelle le boulanger. Il va vous raconter des fadaises, il va raconter n'importe quoi. Gna, 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 gna. On m'a inscrit des listes électorales. Alors que lui, hein, il voulait m'éliminer en 2002. Si je n'avais pas jumpé une barrière de 6 mètres, est-ce que je serais vivant? Non, 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 non. Il va vous raconter des choses, mais j'ai quand même échappé. Hein. Attention. Hein. Ah non, 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 non. Je n'oublierai jamais. Hein. Quand j'ai plongé dans la pelouse de l'ambassadeur d'Allemagne, mon corps a fait bouillard. Mais il ne vous a pas dit ça, il ne vous a pas raconté hein, comment il m'a loupé plusieurs fois. Non, 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 non. Il a la mémoire courte. Hein, Monsieur Béliard, il a la mémoire... Babo, il a la mémoire courte. Hein. Ah non, 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 je n'ai pas oublié. Ah non, jamais je ne lui pardonnerai ça. Moi, en train d'escalader une barrière comme un vulgaire voyou. Ah non, 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 non. Hein, Dominique? Oui, Chou, c'était très dangereux ce jour-là. Il nous a vraiment humiliés. Il a oublié ce qu'il a fait le 18 février 1992 au président Gbagbo, quand lui, il était Premier ministre. Il a oublié que c'est lui qui a commencé à attenter physiquement à la vie du président Laurent Gbagbo. Lui, Ouattara Draman. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de mémoire. C'est en 2002, ils viennent voir. Mais ce que lui, il a fait le 18 février 1992, là, voilà, il a déjà oublié. Non, 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 on l'avait juste caressé. C'était une caresse. C'était une caresse. Ah bon? Le 18 février, le fameux jeudi noir 1992, où vous avez failli tuer le président Gbagbo, sa femme, Simone, et beaucoup de leaders de l'opposition, parce qu'on vous demande un processus électoral clair. Vous pensez qu'on va oublier ça comme ça? C'est faux. On a une mémoire bien longue. Hein? Ouattara, il est entré en politique en Côte d'Ivoire par la répression. C'est lui qui a commencé la répression. Entre lui et le président Gbagbo, le premier à utiliser la violence contre l'autre, c'est Ouattara Draman, premier ministre du président Houphouët-Boigny. C'est lui qui a ordonné les violences contre les étudiants à Yopougon, à Cocody, les bastons dans les cités universitaires. C'est Ouattara Draman. C'est lui. Et il a oublié. Non, 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 en 2002, j'ai jumpé, j'ai sauté une barrière. J'ai failli me casser la hanche. D'ailleurs, si je marche en point virgule, c'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au président Gbagbo en 92? Il s'en était sorti avec, il a dû porter des attelles parce que ses cervicales avaient été atteintes par votre agression. Oui ou non? Madame Gbagbo, qu'est-ce qu'elle n'a pas subi en février 92, sous les ordres de Ouattara Draman? Les gens ont une mémoire frelatée, très frelatée. Mais nous, on est là. Les archivistes de ce temps, c'est nous. Il ne va plus nous échapper, Ouattara Draman. On le suit et on le tient à la culotte. Marquage diplomatique. Bon, je passe maintenant à l'avant-dernier sujet de cette émission. La diplomatie malienne alerte le monde entier à Sochi en Russie sur les vrais coupables de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine. Le Mali marque un grand coup à travers l'intervention de l'ambassadeur Abdoulaye Diop à Sochi. Nous allons nous intéresser à ce qu'il a dit. Nous allons nous intéresser à ce qu'il a dit, eh bien, dans le moment suivant. L'ambassadeur Abdoulaye Diop a parlé, et il a parlé fort. Nous allons nous intéresser à sa déclaration. Eh bien, à Sochi, il y a un extrait qui m'a beaucoup marqué dans cette déclaration. Intervenant à Sochi, en tant que chef de la délégation malienne à la conférence de Sochi, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a énoncé dans son discours eh bien, les grandes lignes de la compréhension malienne, la compréhension panafricaine de la déstabilisation que connaît notre continent. Je voudrais ici citer
eh bien, l'extrait qui a attiré mon attention. L'extrait qui a attiré mon attention est le suivant. Le ministre Abdoulaye Diop dit ceci. La Confédération AES, en plus des actes d'hostilité, fait l'objet d'actes d'agression désormais assumés. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les ministres, l'Ukraine revendique publiquement, presque fièrement, son soutien multiple aux groupes terroristes opérant au Sahel et dans mon pays en particulier. Face à la gravité de cette agression caractérisée et en attendant la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies suite à sa saisine conjointe par les pays de la Confédération, le Mali a pris des mesures conservatoires, notamment la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le gouvernement a également alerté contre toute tentative de déstabilisation du Mali par l'Ukraine avec le concours de pays de la région, étant entendu dans ce contexte que tout soutien à l'Ukraine sera considéré comme un soutien au terrorisme international. Nous ne sommes pas dupes. L'action néfaste de l'Ukraine n'est que la partie visible de la déstabilisation et de la prolifération de groupes terroristes au Sahel, avec l'appui de sponsors étatiques étrangers d'Afrique et d'ailleurs, visant à briser la dynamique d'autonomie et de reprise en main de leur pays. Dynamique engagée par les populations et les dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger. Le Mali remercie les pays qui lui ont manifesté leur solidarité dans sa lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme, qui, retenons-le, n'épargne personne. Et nous savons pourquoi. Nous savons pouvoir compter sur l'esprit de justice, de paix et de fraternité de tous les pays africains. Fin de citation. Dixit, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Dans cet extrait, toute la doctrine de la situation africaine actuelle est décrite. Je voudrais commenter cet extrait pour que ceux qui n'ont pas bien écouté ce qu'ils ont entendu méditent. 1. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est agressée. Elle est agressée officiellement par qui? Il y a un pays, d'Occident, qui a assumé publiquement participer à l'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et notamment contre le Mali. Ce pays, c'est l'Ukraine. Puisque l'ambassadeur ukrainien au Sénégal et un haut dirigeant des services de sécurité ukrainiens ont publiquement revendiqué la participation de l'Ukraine aux côtés des groupes terroristes à l'attaque contre l'armée malienne à Tinzaouaten, au nord du Mali, en fin juillet 2024. Donc, l'ambassadeur Abdoulaye Diop commence d'abord par un fait incontestable et incontesté. Mais, qui est l'Ukraine? L'Ukraine est un pays qui est sous la protection, qui est un pays protégé de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas agir en bonne intelligence avec les groupes terroristes pour attaquer le Mali, attaquer le Sahel, sans l'approbation, si ce n'est explicite, du moins implicite de l'OTAN, qui est l'alliance qui parraine l'Ukraine. Une fois qu'on sait ça, on peut avancer. Face à la gravité de cette agression caractérisée, et en attendant la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, à sa saisine conjointe par les pays de la Confédération, le Mali a pris des mesures conservatoires, notamment la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Pourquoi le Mali a-t-il porté le conflit devant la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est parce que le Mali est convaincu que l'Ukraine ne l'agresse pas seule. En tant que l'Ukraine est un pays protégé par l'OTAN, l'Ukraine est le couteau de l'OTAN contre le Mali, contre l'Afrique. L'ambassadeur Abdoulaye Diop sait d'autant plus que le même schéma d'attaque contre l'Afrique a été utilisé en 2011, lorsque l'OTAN s'est associé à Al-Qaïda et l'État islamique pour détruire la Libye et assassiner Kadhafi. Les Africains ont les preuves que le type d'attaque qui a été perpétré à Tinzaouaten a déjà été perpétré plusieurs fois contre d'autres pays africains. Le cas le plus proche étant la Libye. Le président français Emmanuel Macron a dit ceci. Citation. En juin 2017 dans Le Figaro. Nous, Français,
avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Dixit le président Emmanuel Macron. Donc, dans le deuxième paragraphe de sa déclaration que j'analyse, le ministre des Affaires étrangères du Mali pointe la responsabilité des grandes puissances occidentales de l'OTAN, qui sont les parraines de l'Ukraine. Les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Ce sont elles qui sont explicitement visées par la plainte portée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si cette plainte n'est pas examinée, c'est parce que ces puissances qui parrainent l'Ukraine de Zelensky n'ont pas intérêt à s'accuser elles-mêmes. Car les accusations contre l'Ukraine, vous le voyez très bien, éclaboussent l'OTAN, la parraine de l'Ukraine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On avance sur le troisième paragraphe. Le gouvernement a également alerté contre toute tentative de déstabilisation du Mali par l'Ukraine avec le concours de pays de la région. Attention, là, c'est la liste des responsables de la déstabilisation. Le concours de pays de la région. Qui sont ces pays de la région dont parle l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali? Ce sont les pays de la CEDEAO, dont notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Ghana. D'accord? Ce sont ces pays-là qui sont la Guinée-Bissau. Ce sont ces pays qui sont prioritairement cités comme étant les relais de la stratégie ukraino-otanienne de déstabilisation du Mali et de l'Afrique. C'est d'eux qu'il s'agit là, au paragraphe 3 de l'extrait que je commente. Ce sont les pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Sénégal, hébergeur de l'ambassadeur ukrainien agressif et agresseur, le Bénin de Talon, avec son jeu flou et dangereux à la frontière avec le Niger, le Nigeria de Tinubu, n'est-ce pas? Le Ghana, qui a été reconnu par Reuters, base arrière des organisations terroristes. Voilà, la Guinée-Bissau d'Embalo, qui lui est connu pour son aplaventrisme systématique notoire et légendaire envers les puissances impérialistes et néocolonialistes. Et le troisième paragraphe est éclairé. Le chef de la diplomatie malienne nous dit qu'il y a des pays de la région qui sont complices de l'agression ukrainienne contre le Mali. C'est incontestable. D'autant plus que l'ambassadeur d'Ukraine, qui a revendiqué l'agression, l'a fait à partir de Dakar au Sénégal. Et les autorités sénégalaises se sont contentées de lui faire un petit rappel à l'autre. Elles ne sont pas allées à la vraie conséquence qu'il aurait fallu tirer, l'expulsion de ce monsieur et la rupture des relations diplomatiques avec un État coupable d'agression terroriste contre un pays frère et voisin. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont par là révélé leur statut de vassaux du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux en Afrique. C'était un test grandeur nature qui a permis à la bande des propagandistes pastéfiens de perdre à jamais la face. Aucun propagandiste pastéfien ne peut se mettre devant les Africains. Après l'incapacité avérée du Sénégal, de Sonko et de Diomaye Faye à rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, alors même que l'Ukraine, à partir du Sénégal, a revendiqué une agression terroriste contre le Mali. Aucun pastéfien digne de ce nom ne peut se mettre devant les Africains et dire « notre gouvernement est panafricaniste » après l'épisode de Tinzaouaten et l'attitude incongrue des dirigeants sénégalais. Une attitude scandaleuse, honteuse. J'ai eu pitié de mon peuple africain du Sénégal quand Sonko et Diomaye se sont contentés de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine pour lui remonter, soi-disant, des bretelles. Quelqu'un qui donne la mort à des dizaines de soldats de l'armée malienne, un pays frère et uni par l'histoire au Sénégal. Vous vous contentez de lui faire des remontrances verbales. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Voilà. Mais alors, les pays voisins, c'est bien sûr tout naturellement l'Algérie, mais l'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO. Pour l'Algérie, c'est évident, l'Algérie est la base arrière des organisations terroristes qui attaquent le Mali, qui ensanglantent le Sahel. Et d'ailleurs, certains de ces chefs terroristes sont des Algériens de très longue date, c'est connu. Pour l'Algérie, son rôle dans la déstabilisation du Sahel est connu. L'ambition étant pour elle de contrôler les faramineuses réserves gazières et pétrolières, notamment du Liptako Gourma. Toute la manigance qu'ils ont faite à travers l'accord d'Alger
avait pour but, à travers les groupes sécessionnistes et terroristes, d'empêcher l'État malien de jouir des faramineuses richesses de son sous-sol. Le jeu d'Alger est nu. Abdelmajid Tebboune n'a de secret pour personne en Afrique noire aujourd'hui. Il nage et on voit son dos. On sait qu'il est associé au groupe terroriste pour empêcher l'Afrique noire, et notamment le Mali, d'être une grande puissance économique, ce que pourtant le Mali mérite, car le Mali est en nature plus riche que l'Algérie. Le Mali est naturellement plus riche que l'Algérie. Et alors, les trois pays de l'Alliance du Sahel, leur confédération est supérieure en potentiel de puissance et de richesse à l'État algérien. Il n'y a aucun État en Afrique du Nord qui soit potentiellement supérieur en richesse, eh bien, à la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aucun. Aucun État d'Afrique du Nord n'a le potentiel de richesse de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et l'Algérie ne veut pas de l'émergence d'une grande puissance économique au sud, d'une grande puissance militaire au sud, au nom précisément de l'atavisme, d'une certaine pseudo-supériorité arabe sur les Noirs africains. Ils vont en guérir parce que la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, est un immense médicament contre tous les racismes, qu'ils soient des racismes occidentaux ou moyen-orientaux. Ils vont en guérir. Là, le Sahel, c'est le terminus de toutes les politiques de la honte et du mépris contre les Africains. Donc, on passe au paragraphe suivant. Nous ne sommes pas dupes. L'action néfaste de l'Ukraine n'est que la partie visible de la déstabilisation et de la prolifération de groupes terroristes au Sahel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'ambassadeur Abdoulaye Diop? Ce n'est que la partie visible. Mais qu'est-ce qui est dans la partie invisible? Mais c'est l'OTAN. Ceux qui ont attaqué la Libye, détruit la Libye, ceux qui ont assassiné Kadhafi, qui ont bombardé pendant 6 mois en Libye, ceux qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui les ont créés au Moyen-Orient. Et Donald Trump a explicitement accusé le président Obama et Mme Hillary Clinton d'avoir créé l'État islamique. Le président Donald Trump, qui vient d'être élu, la vidéo existe dans laquelle il accuse Obama et Clinton d'avoir créé l'État islamique. Hein? Attendez, je vais vous la passer. Donald Trump accuse Obama et Clinton. Je l'avais publié en son temps à propos de l'État islamique. Le rappel sauve l'âme, parce que quand on dit ces choses, à vous, certains d'entre vous n'avaient pas ces éléments. Voilà, écoutez ça. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain. Vous dénoncez les propos, mais portez plainte pour diffamation, non? Portez plainte pour diffamation. Ils n'ont jamais porté plainte. Ils n'ont jamais porté plainte. Donc, je reviens au discours. Je voulais juste que vous entendiez Trump le dire. Quand c'est moi qui le dis, on sort les gros bâtons avec des clous plantés dedans. Parce que c'est le serviteur de l'Afrique des libertés. Qui est cet Africain qui rapporte des vérités dites à ses amis, à sa communauté dans le monde? Qui est-il? Pourquoi ose-t-il rapporter ce que Trump a dit? Et Trump va être le président des États-Unis. Et il est réélu président des États-Unis. Il dit c'est Obama et Clinton qui ont créé l'État islamique. Et puis il n'y a rien. D'accord? Moi, je le répète, il y a quelque chose. Oh, pourquoi tu dis ça? Non. Pourquoi on ne doit pas dire ça? On voit très bien que ces organisations terroristes jouent un rôle essentiel dans la déstabilisation des pays que l'Alliance otanienne veut exploiter. On sait à qui profitent les crimes des organisations terroristes. Ils profitent à la domination néocolonialiste et impérialiste. Donc, on sait très bien qui est derrière tout ça. On le sait. C'est un jeu de domino connu. Il n'y a que les lâches qui laissent des peuples innocents crever
par centaines, par milliers, par millions. Il n'y a que des lâches qui se taisent alors qu'ils possèdent la connaissance de la vérité. D'accord? Bon, je reviens ici à ce qu'a dit l'ambassadeur Diop. Donc, nous ne sommes pas dupes. Quand il dit nous ne sommes pas dupes, il dit nous savons qui est derrière l'Ukraine. Ce qu'il veut dire par là, c'est nous savons que c'est l'OTAN. C'est ce que dit l'ambassadeur Abdoulaye Diop en fait. L'action n'est pas de l'Ukraine, n'est que la partie visible de la déstabilisation et de la prolifération de groupes terroristes au Sahel avec l'appui de sponsors étatiques étrangers d'Afrique et d'ailleurs. Les sponsors étatiques étrangers d'Afrique et d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Il y a des États occidentaux qui profitent de la déstabilisation des groupes terroristes qu'ils arment et il y a des États moyen-orientaux qui en profitent. Alors, il y a un État au Moyen-Orient qui a ouvertement participé à la déstabilisation du continent africain, qui a ouvertement participé à la campagne agressive contre la Libye. C'est le Qatar. Le Qatar ne s'est pas caché. Il faudra qu'on demande un jour aux dirigeants qataris de quel droit ils ont levé une armée au Qatar pour venir combattre en Afrique. Comme on doit demander aux dirigeants ukrainiens de quel droit ils lèvent toute une armée en Ukraine pour venir combattre en Afrique. De quel droit? Qui les a invités chez nous, en Afrique? Est-ce que vous savez que le Qatar a mobilisé son armée pour attaquer la Libye de Kadhafi? Est-ce que vous savez que les princes du Qatar étaient les premiers soutiens d'Al-Qaïda et l'État islamique? Est-ce que vous savez que les dirigeants d'Al-Qaïda résident librement, se promènent librement au Qatar? Ils vivent au Qatar dans les hôtels 5 étoiles. Étudier le processus de la reprise de pouvoir d'Al-Qaïda en Afghanistan. Les négociations entre Al-Qaïda et les États-Unis se sont déroulées au Qatar, à Doha, au Qatar. Et comment des Africains, et même les hommes politiques africains, peuvent avoir des relations cordiales avec un État qui a participé à saigner l'Afrique ouvertement? L'attitude qu'on a envers l'Ukraine, après ses aveux à Tinzawaten, et on devrait l'avoir envers le Qatar. Je suis désolé de le dire à tous nos dirigeants. Pourquoi cette complaisance envers le Qatar en Afrique, alors qu'on a les preuves qu'ils ont participé militairement plusieurs fois à des déstabilisations en Afrique? On leur donne des lignes aériennes, on laisse leurs investissements pénétrer l'Afrique à tous les niveaux. Comme ils ont pris Paris, c'est comme ça qu'ils sont en train de prendre Abidjan. Ils prennent tout avec cet argent sale. Ils prennent tout. Et on ne dit rien. Je me demande d'où vient cette mollesse envers la domination venue du Moyen-Orient, si ce n'est pas de la dépendance psycho-religieuse des Africains. D'où vient la mollesse des Africains envers la domination qui vient du Moyen-Orient, si ce n'est pas une dépendance de type psycho-religieux, anthropo-psycho-religieux? Parce que vous voyez, ce que l'Ukraine est venue faire contre nous à Tinzawaten, le Qatar fait ça depuis longtemps. On retrouve des réseaux enracinés en Arabie Saoudite qui attaquent l'Afrique depuis très longtemps. Et les Africains, civils, militaires, activistes, dirigeants, tous, nous ne faisons pas assez pour dénoncer la domination moyen-orientale. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Nous craignons d'être en porte-à-faux avec notre conscience religieuse orientée vers le Moyen-Orient. Ah, si on fait ça, peut-être que Dieu va se fâcher contre nous. Parce qu'eux, ils sont dans des pays où c'est là-bas que Dieu habite. Ils n'habitent pas chez nous. C'est chez eux que Dieu habite. Donc, l'Arabie Saoudite peut être derrière tous les coups fourrés contre l'Afrique. Les Africains, hey, on va parler, on va aller les voir pour leur parler. On va leur parler. On va leur dire, vraiment, vous êtes une terre sacrée, il ne faut pas faire des choses comme ça. Regardez, on est avec vous. On est vos frères, on prie le même Dieu, vous faites des choses comme ça. Pourquoi? Quel même Dieu tu pries avec quelqu'un qui soutient les terroristes? Quel même Dieu, nous, Africains, nous pouvons prier avec quelqu'un qui nous envoie des organisations terroristes pour nous fragiliser et nous imposer le contrôle de nos marchés publics? Les dirigeants africains, les intellectuels, les activistes, les militants doivent clarifier leur attitude envers le Moyen-Orient. Là aussi, je suis contre le 2 poids 2 mesures. Nous critiquons systématiquement la domination française et nous avons raison. La domination occidentale, nous avons raison. Mais où est notre critique systématique de la domination moyen-orientale? Elle est où?
Ça fait beaucoup de choses là qu'on a sous la main. Ça fait beaucoup de choses qu'on a sous la main. L'OTAN ne pourrait pas nous attaquer aussi efficacement si ces relais au Moyen-Orient ne participaient pas à l'attaque contre nous. Les deux organisations terroristes de l'OTAN, ces deux organisations terroristes qui travaillent avec l'OTAN passent par le Moyen-Orient. Ils passent par le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils passent par les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. Ces monarchies-là, où la démocratie n'a jamais existé, alors qu'on vient nous bassiner en Afrique, démocratie, démocratie. C'est par là-bas que tout ce monde-là passe et ils entrent dans la corne de l'Afrique et ils viennent tuer jusqu'à Bamako. Et nos dirigeants n'ont pas le même courage. Mais écoutez, comment on peut avoir des relations, je pose la question, comment on peut avoir des relations diplomatiques normales avec le Qatar quand on sait le rôle que le Qatar joue dans la survie d'Al-Qaïda? Quand on connaît, moi j'ai étudié scientifiquement la participation du Qatar à la destruction de la Libye. Est-ce que vous savez que l'armée qatari a participé? Est-ce que vous savez que l'armée qatari a participé directement en première ligne à l'agression contre Kadhafi? À l'agression contre la Libye. L'armée qatari, là, ce que les Ukrainiens ont fait à Tinzawaten, c'est ce que le Qatar a fait. Avec l'OTAN. Je pose la question. Alors, donc, je pense qu'on doit équilibrer notre attitude. Il nous faut étudier et dénoncer systématiquement l'implication des monarchies du Moyen-Orient dans la déstabilisation du continent africain. Parce que c'est de là que vient le sentiment de domination d'une partie du monde arabe envers les Noirs. L'Afrique noire est méprisée parce que les puissances du Moyen-Orient financent des groupes pour nous fragiliser chez nous, en Afrique. Et dans la journée, ils font semblant de nous sourire. Ils nous sourient. Ils nous invitent à Doha. On s'amène, on fait des colloques, on fait des photos. Ils nous invitent en Arabie Saoudite. Quand on a fini notre pèlerinage, notre Hajj, on s'en va les voir. On fait des photos avec eux. Ils font comme si ils étaient vraiment, véritablement nos frères, alors qu'ils sont associés avec l'OTAN pour nous truander. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Pourquoi n'aimez-vous pas la vérité? À quoi ça nous sert de laisser nos peuples continuer à crever comme ça, alors que vous savez que nous avons les informations. Vous avez les informations. Le ministre Abdoulaye Diop nous a mis sur le chemin. Il nous montre, il dit, nous ne sommes pas dupes. Que veut dire nous ne sommes pas dupes? Que tous ceux qui nous attaquent, on les connaît. Il n'y a que des dirigeants lâches qui font semblant de ne pas connaître qui nous attaque, qui caressent nos pires ennemis. Il n'y a que des lâches qui le font. Ils vont dans des forums, des forats internationaux, ils font des discours creux. Aucune vérité dedans. Sur ce que le continent subit réellement. Aucune vérité. Ils ne disent rien. Ils font ami-ami avec ceux qui le lendemain attaquent la capitale. Tuent dans la capitale. Font exploser des bâtiments publics. Mourir des innocents. Ils font ami avec eux. Et puis, on s'en va là-bas, on s'en va demander des financements. Vraiment, on a de bonnes affaires chez nous. Vous pouvez financer. Quel est le père de famille qui irait chercher le financement de celui qui tue ses enfants? Tu es père de famille? Parce que nos dirigeants doivent être des pères de famille. Est-ce qu'un père de famille digne de ce nom, une mère de famille digne de ce nom, se lève pour aller prendre l'argent dans les mains de celui qui tue ses enfants? Oui. Il faut qu'on revienne à des principes très simples. On ne peut pas transiger avec des gens qui veulent que nous disparaissions. On doit lutter. On doit résister. On doit se solidariser. On doit faire face. Et c'est comme cela que même ces gens vont nous respecter. Ils vont dire, ceux-là sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des animaux surclassés. Ce ne sont pas des primates surclassés. Ce sont vraiment des hommes. Donc, l'ambassadeur Abdoulaye Diop parle de l'appui de sponsors étatiques étrangers d'Afrique et d'ailleurs. C'est qui d'ailleurs? C'est qui ceux d'ailleurs là? Ce sont les sponsors occidentaux et orientaux, moyen-orientaux notamment. C'est d'eux qu'il est question. Et pourquoi nous attaquent-ils en Afrique? Mais pour empêcher que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique soit souveraine. C'est-à-dire que l'Afrique puisse jouir des richesses que la nature, que Dieu lui a confiées. C'est ça le but.
C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça qu'ils nous attaquent en Afrique. Et qu'ils veulent nous interdire même de nous exprimer. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Tu frappes quelqu'un, il a mal, il crie, tu dis pourquoi il crie. Pourtant, tu le frappes. Quelqu'un a une plaie. Tu prends ton couteau, tu remues dans la plaie. La personne crie, tu dis pourquoi tu cries? J'ai seulement remis le couteau dans ta plaie. Pourquoi tu cries? C'est dans cette situation que se trouve l'Afrique. Des gens ont leur couteau dans la plaie de l'Afrique. Ils remuent. Quand les Africains crient, ils leur demandent, mais pourquoi vous criez? Ce n'est pas élégant. Ça, c'est de la haine. Vous êtes des haineux. C'est le sentiment anti-ceci, anti-cela. Mais vous financez des organisations terroristes qui attaquent l'Afrique. Vous déstabilisez l'Afrique depuis 600 ans. C'est par millions qu'elle compte des vies fauchées avant le temps naturel de la vie et de la mort. L'Afrique est un ensauvageoir, un hachoir d'âmes, empêchés de réaliser leur destinée spirituelle dans les meilleures conditions. Et vous voulez qu'on se taise en plus. Vous voulez qu'on ne dise rien. On n'a rien à dire. Comment ça? Je lis pour finir encore l'ambassadeur, Abdoulaye Diop. Le Mali remercie les pays qui lui ont manifesté leur solidarité. De qui il parle? Mais le Mali parle de la Russie. Le Mali parle de tous les pays qui sont membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, de tous les pays africains qui ont fait preuve de bonne foi, de soutien. Le Mali parle de la Chine, le Mali parle de l'Iran, le Mali parle de la Turquie, des pays qui ont adopté envers lui une position claire de non-association avec ceux qui l'agressent. Des pays qui ont accepté de lui vendre le matériel militaire pour défendre ses terres. C'est de cela que le Mali parle. Quand il remercie des pays, on sait. Des pays qui n'ont pas été des puissances colonialistes contre nous en Afrique, ni négrières, ni impérialistes, ni néocolonialistes. C'est d'eux que parle l'ambassadeur Abdoulaye Diop, appliquant ainsi le principe qui dit que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Les Africains doivent marcher avec des puissances qui les respectent, qui les reconnaissent comme membres à part entière de l'humanité. Voilà la déclaration de l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, dans toute sa richesse. Toute la doctrine de la résistance antiterroriste correspond à la doctrine de la résistance anticolonialiste, de la résistance anti-impérialiste. Parce qu'en fait, les terroristes qui attaquent l'Afrique sont des agents des puissances colonialistes, néocolonialistes et impérialistes. Voilà la vérité. Votre serviteur, vous avez servi ici une conférence intitulée « L'oignon géostratégique » qui tente d'écraser l'AES. Vous vous en souvenez? Dites-moi si vous vous souvenez de la théorie de l'oignon géostratégique. Je vous ai parlé de ça ou pas? J'ai même fait un schéma sur l'oignon géostratégique. Je vous ai dit quoi? Il y a l'AES. Autour de l'AES, on a installé les groupes terroristes. Autour des groupes terroristes, on a installé les pays vassaux de la CEDEAO. Et autour des pays vassaux de la CEDEAO, pour soutenir ces pays-là et les groupes terroristes, il y a l'OTAN. Voilà la structure qui déstabilise l'Afrique. Et c'est un devoir intellectuel, c'est un devoir moral, c'est un devoir spirituel de tout dirigeant, de tout militant, de tout activiste, de tout intellectuel africain. C'est notre devoir de dénoncer cela, de prouver nos dénonciations et d'éveiller notre peuple. C'est notre devoir. Nous devons le faire et nous ne devons pas nous faire supplier pour le faire. C'est notre devoir de le faire. Cette intervention du ministre Abdoulaye Diop est l'occasion de rappeler que nous savons que des pays du Moyen-Orient participent aux côtés de l'OTAN à la déstabilisation de l'Afrique. Nous avons identifié plusieurs actions menées à partir du Qatar, menées à partir de l'Arabie Saoudite, notamment contre le continent africain. Notamment les relations incestueuses des monarchies de ces pays du Moyen-Orient avec les organisations terroristes qui ensanglantent le continent. Elles sont connues et documentées. Trêve de lâcheté, trêve de dépendance psycho-religieuse des Africains envers ce Moyen-Orient qui fait de la duplicité, du double jeu contre les Africains. Nous devons critiquer l'impérialisme d'où qu'il vienne d'Occident ou qu'il vienne d'Orient. L'impérialisme doit être rejeté. Nous devons critiquer le néocolonialisme d'où qu'il vienne d'Occident, qu'il vienne d'Orient. Nous devons critiquer les dictatures d'où qu'elles viennent, dans nos pays respectifs. Nous devons les critiquer, c'est notre devoir d'homme.
pour accomplir des sociétés dignes de la gloire du Tout-Puissant. C'est notre devoir. C'est cela, être des humains. Être des humains, c'est se battre contre ce qui nie notre humanité. Être des humains, c'est résister. C'est créer un monde dans lequel nos vies soient respectées, que nos vies soient dignes, que nos vies soient pleines de sens, que nos vies vaillent la peine d'être vécues. C'est cela, être humain. Se battre pour un monde où nos vies vaillent la peine d'être vécues. Résister aux forces de déshumanisation, c'est le devoir quotidien de l'homme. L'homme est un pont jeté entre l'abîme du néant des ténèbres qui le menacent et la plénitude de la vie spirituelle créatrice. C'est à lui de résister à l'attraction des forces de l'abîme. C'est à lui de résister à la tentation du veau d'or, à la tentation de la domination de la matière. Car, en définitive, l'esprit est supérieur à la matière. Celui qui mise, qui parie pour la supériorité de l'esprit, a ainsi des chances de continuer dans la grande geste de la vie. Oui, il faut parier pour la supériorité de l'esprit, pour préserver par la foi l'espérance, la marche vers la vérité, la marche vers la justice, qui permettent aux hommes de dire « Nous étions sur la terre pour de bonnes raisons. Nous ne sommes pas parfaits. Plusieurs fois, le juste tombera. Il lui faut se relever et avancer et transmettre ce modèle. Nous ne sommes pas parfaits, mais ce n'est pas une raison de renoncer à nous perfectionner. » Voilà, mes chers amis. Alors, j'en viens au dernier sujet que je voulais aborder dans cette émission aujourd'hui. Le dernier sujet que je voulais aborder. On en a deux derniers. Je voulais aborder le Burkina Faso qui noie un nouveau coup d'État financé à 5 milliards par la mafia de la France-Afrique. Le Burkina Faso qui noie un nouveau coup d'État financé à 5 milliards par la mafia de la France-Afrique. Écoutez, on vient d'apprendre par la voie officielle au Burkina Faso que des militaires burkinabés s'étaient vu proposer la somme de 5 milliards de francs CFA pour renverser le gouvernement panafricaniste révolutionnaire du président Ibrahim Traoré et restaurer un gouvernement france-africain sans doute, un gouvernement néocolonisé, vassal, un gouvernement de valets, n'est-ce pas, comme on n'en veut plus partout ailleurs en Afrique. Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? Cela m'inspire 3 remarques très rapides. La première est la suivante. Le désespoir est grand au cœur du système de la mafia france-africaine. Parce que ça commence à faire beaucoup d'argent qu'ils perdent. Beaucoup d'argent qu'ils perdent à vouloir absolument briser le mouvement de l'histoire qui a été enclenché par le peuple burkinabé et ses vaillantes autorités. Première remarque. Deuxième remarque, ils tentent de corrompre l'armée burkinabé. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour corrompre l'armée burkinabé? Le franc CFA. Mais à qui appartient le franc CFA? Où prennent-ils des sommes aussi importantes d'argent? Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale créée par la République française pour poursuivre l'exploitation de ses anciennes colonies. Cette monnaie est produite par une planche à billets qui est basée à Chamalières. Le principe de cette monnaie est très simple. Monnaie française, monnaie fabriquée par la Banque de France, elle est reconnue dans 15 pays africains par des gouvernements qui, pour la plupart, ont été imposés par le colonialisme français. Quand les billets de cette monnaie arrivent en Afrique, les Africains s'empressent de donner en échange de cette monnaie leur richesse. Ainsi, on peut décrire le franc CFA comme un hameçon monétaire lancé par la Banque de France dans les économies africaines. Alors, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est une parité dévaluée du franc CFA. Pour bien savoir que c'est un hameçon, il faut essayer de savoir quelle est sa valeur par rapport à la monnaie utilisée en France, qui est l'euro. Un franc
1 euro est égal à environ 655 francs CFA. Donc, dès que, en fait, on injecte 1 euro dans le système financier africain, on retire 655 francs CFA. C'est-à-dire que la dévaluation du CFA par rapport à l'euro fait que grâce à l'euro, on peut pomper les richesses des Africains à vil prix. Avec 1 euro, lui, il a 655 francs CFA. Toi, avec 655 francs CFA, tu n'as qu'1 euro. Tu es moins capable de pomper les richesses françaises parce que quand tu transformes le CFA en euros, tu as très peu d'euros. Alors que lui, quand il transforme l'euro en CFA, il a plus de CFA. Conséquence, en fait, le franc CFA est un moyen d'exploiter frauduleusement, de ruiner l'Afrique. La démonstration est très simple. C'est le principe de la dévaluation. Ils ont dévalué le franc CFA par rapport à l'euro pour être sûr de récupérer le maximum de francs CFA avec leur euro. C'est-à-dire le maximum de richesses africaines équivalentes. Et donc, il n'est pas facile, il n'est pas difficile de financer les coups d'État en Afrique. On fait tourner la planche à billets. Il y a des vice-gouverneurs qui sont des valets de la France-Afrique et qui gèrent le franc CFA, ils décaissent. Est-ce que c'est leur argent? C'est une monnaie vide qui est créée pour pêcher les richesses africaines, capter les richesses africaines. C'est simple, on fait tourner la planche à billets. Ça décaisse à Dakar, ça décaisse à Abidjan, ça décaisse, je ne sais pas, à Cotonou, ça décaisse seulement, et puis on paye. Mais je voudrais finir en disant que n'oubliez pas que le franc CFA, en fait, ce sont des richesses africaines qui sont captées. Donc, en fait, on finance la déstabilisation de l'Afrique avec l'argent africain, avec la richesse africaine. Ce n'est pas de l'argent africain puisque c'est une monnaie qui appartient à la France, mais derrière cette monnaie se cachent les richesses africaines qui sont acceptées comme équivalentes de cette monnaie. Ce qui m'amène à la conclusion que le franc CFA, c'est un mécanisme permettant de financer la domination néocoloniale de la France en Afrique avec les richesses des Africains eux-mêmes. Oui. Jean-François Mattei, un journaliste, a eu la formule suivante. L'aide française au développement, c'est l'argent des Africains qui leur est prêté avec intérêt par, la France. La France prend l'argent des Africains, le leur prête avec intérêt, perçoit les intérêts. Le principe de l'aide au développement, c'est qu'on prend l'argent dans les comptes excédentaires. Les pays africains qui ont leur compte d'opération excédentaire, on prend l'argent, on prête aux pays qui ont leur compte déficitaire. Donc on prête aux Africains leur propre argent avec intérêt. Et on appelle ça aider. Une aide qui est tout à fait comparable à celle de la corde au pendu. Vous avez déjà vu un pendu? La manière dont la corde l'aide est très efficace. N'est-ce pas? Donc, pour ma part, il n'y a aucune difficulté à savoir que les 5 milliards viennent de la mafia france-africaine. Et le chef de la mafia france-africaine en Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est chargé de rétablir un régime néocolonialiste à Ouagadougou. Et c'est lui qui a juré cela à ses maîtres. Il n'y a pour moi aucun doute que les enquêtes vont remonter jusqu'à arriver à Ouattara à Abidjan. C'est lui le médiateur indispensable de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Ouattara Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alors, saluons l'armée burkinabé qui a résisté ici à la part du gain qui lui était proposé. Et saluons les autorités burkinabées qui créent désormais la peur du côté des corrupteurs. Désormais, tous ceux qui vont venir avec de l'argent pour tenter de corrompre l'armée burkinabé savent qu'ils vont finir en prison. Parce que l'armée burkinabé, cette fois-ci, a opéré d'une manière très stratégique. Le voyou france-africain qui a été chargé de payer les soldats burkinabés pour renverser le président Traoré, ce voyou a été conduit à la nasse avec une patience remarquable. Une fois que sa proposition a été adressée, aux soldats burkinabés, ceux-ci ont signalé cela à leur supérieur hiérarchique.
Et les supérieurs hiérarchiques ont demandé aux soldats de laisser le voyou se rapprocher, de laisser le voyou livrer l'argent. Les autorités ont fait le mort jusqu'à ce que le voyou apporte les 5 milliards cash. Quand il a fini de donner les 5 milliards, on lui a dit ensuite d'entrer en prison. Sans difficulté. Dès qu'il a livré les 5 milliards, on a dit merci, c'est très bien. Maintenant, toi-même, viens avec les valises là, on va vous enfermer ensemble. Donc, désormais, l'armée burkinabé met une pression extraordinaire sur les aventuriers putschistes de la France-Afrique. Désormais, ils savent que s'ils donnent de l'argent à des militaires, cet argent sera l'occasion pour eux d'être arrêtés. Maintenant, dans l'armée burkinabé, ceux qui seraient tentés de prendre l'argent se disent maintenant que le régime a atteint une capacité d'efficacité telle que prendre l'argent, c'est prendre la prison, voire la mort. C'est un très grand coup des autorités burkinabées. Je les salue. Je salue le président Ibrahim Traoré et j'implore Dieu le Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, de continuer de l'inonder de sagesse et de toute la ruse nécessaire contre les méchants. Parce que là, maintenant, si tu es caché au Burkina, on t'a donné 10 milliards pour approcher des soldats burkinabés, voilà, tu es en train d'acheter ta prison à vie, voire le poteau d'exécution. Les autorités disent, si quelqu'un vient avec des milliards pour vous donner, ne repoussez pas le monsieur. Informez-nous, et puis nous-mêmes, on va vous aider pour prendre les milliards là. Parce que le pays en a besoin. Informez-nous seulement. Et sachez que nous vous surveillons tous. Celui qui ne nous informe pas, on va le prendre. Avec celui qui voulait lui donner les milliards. Donc, si vous êtes officier burkinabé maintenant, on vous approche. Alors, j'ai 2 milliards là, c'est le président Alassane Ouattara qui me l'a donné. Quelle est la consigne? Ne dis pas non. Dis oui, tu me donnes ça quand? Dès que tu as fini de dire oui, tu me donnes ça quand, tu vas voir ton patron. Tu dis, il y a quelqu'un là, il a 2 milliards à me donner. Venez m'aider à récupérer. C'est ton devoir en tant qu'officier burkinabé maintenant. Je salue cette grande intelligence des autorités du Faso. Donc les traîtres là, qui viennent avec de l'argent sale pour subvertir notre peuple au Burkina, vous allez voir. Le Faso sera... Le Faso, c'est votre terminus. Sous le président Ibrahim Traoré là. Celui qui veut corrompre, vraiment, c'est qui n'aime pas la liberté. Si tu veux corrompre là, au Burkina actuellement, tu n'aimes pas la liberté, puis tu as une idée très basse, une opinion très basse de ta vie. Parce que actuellement, toute proposition de corruption engage 2 personnes. Celui qui l'a fait et celui qui la reçoit sans la dénoncer. Ils sont engagés, tous les 2. C'est cela que révèle ce dernier épisode. Je voulais saluer les autorités burkinabées et leur souhaiter plein succès dans cette grande pression et cette humiliation aux forces obscurantistes. Je suis sûr que la filière va remonter jusqu'à Abidjan. Il n'y a aucun doute. Le nom de Ouattara Draman ne va pas manquer dans cette affaire. C'est lui qui a dit « Faites-moi confiance. Je vais régler ça. Le petit IB va voir avec moi. » Oui, Chou, il va voir avec nous. C'est lui qui a dit ça, Ouattara. C'est lui. Voilà, nous arrivons pratiquement donc à la fin de notre émission. Je voulais saluer le Grand Mali qui poursuit la reprise en main de son sous-sol et qui offre aux panafricanistes un modèle étatique formidable. Ces derniers mois, le Mali a accéléré la récupération de ses mines. Le Niger et le Burkina Faso sont dans la même dynamique. Tout le monde a compris le triptyque de la récupération du sous-sol africain. Le modèle sahélien est le suivant. 1. D'abord, la sécurité. Faire reculer les forces hostiles. Celles-là précisément qui mettent notre peuple en déportation dans sa propre terre. Donc, la sécurité d'abord. Deuxième moment, l'examen des contrats léonins signés par les gouvernements fantoches précédents et leur dénonciation en cascade. Troisièmement, la sécurisation de la production. Quatrièmement,
le développement d'une main-d'œuvre qualifiée nationale par le financement en masse de la formation des cadres spécialisés dans les filières d'extraction minière. Cadres spécialisés dans l'or, dans l'uranium, dans le manganèse, dans le cobalt. L'Alliance des États du Sahel investit massivement actuellement dans le financement de ces cadres. Cinquièmement, une nationalisation suffisante des secteurs stratégiques concernant le sous-sol africain. Sixièmement, une diversification courageuse des partenariats avec des puissances non négrières, des puissances non coloniales et non impérialistes avec les Africains. Voilà le modèle. Septièmement, une juste répartition des fruits de la croissance du secteur minier en faveur de l'éducation, en faveur de l'économie quotidienne, en faveur de la santé, en faveur de la défense du pays, une répartition équitable des fruits de ces profits qui, au fil des jours, s'annoncent faramineux. Voilà le modèle. Voilà le modèle que les présidents Tiani, Goïta, Traoré offrent à l'Afrique. Tous les pays africains qui sont encore sous les contrats léonins de multinationales étrangères voient à travers la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qu'il est possible de mettre fin à la pauvreté entretenue par le pillage organisé des richesses de l'Afrique. Et cela est possible grâce au Mali, grâce au Burkina Faso, grâce au Niger contemporain. Je les salue pour la qualité du modèle, dont je rappelle les étapes essentielles. 1. La sécurité. Une fois qu'on est en sécurité, on peut exploiter notre sol, notre sous-sol. 2. La renégociation et la récusation des contrats léonins injustes avec des multinationales qui s'en mettaient plein les fouines dans le dos de l'Afrique. C'est terminé. Tous les contrats léonins remis à plat. 3. La sécurisation de la production. Ne pas laisser la production, même la production qui a été accumulée ne doit plus sortir. Il faut contrôler la production. Parce que les Africains, pendant très longtemps, ont brillé par leur insouciance, leur irresponsabilité. Les quantités de matières premières extraites en Afrique n'ont pas été maîtrisées depuis plusieurs siècles par les gouvernements africains. Au Sahel, c'est terminé. Vous tirez une quantité d'or, on doit connaître. S'il manque une quantité, on vous prend. On doit connaître les quantités que le sol produit. L'or malien appartient au Mali. L'expression « une mine d'or de Barrick Gold ». Barrick Gold n'a pas de mine d'or au Mali. Aucune entreprise étrangère n'a de mines en Afrique. Ce sont des mines africaines. Et ces entreprises ont des contrats d'exploitation, c'est-à-dire de location. Arrêtez cette manière d'écrire. Une mine d'or de Barrick Gold a été fermée. Non, Barrick Gold n'a pas de mine. Non. Barrick Gold est un locataire de mines en Afrique. Les mines appartiennent au peuple africain. Écrivez ça. Déjà, dans notre manière de parler même des richesses de l'Afrique. Oh, on a fermé une mine d'uranium d'Orano. Non, Orano n'a pas de mine en Afrique. Ce sont des mines nigériennes. Orano était en location. Le propriétaire, c'est le peuple du Niger. Écrivez ça. Vous n'aimez pas la vérité, hein, mais écrivez ça. Que quelqu'un ne vienne pas dire « Oh, une mine de manganèse de la Suisse a été fermée en République démocratique du Congo. » Non, non, non. Il ne s'agit pas là d'une expression correcte. Il s'agit plutôt d'un énoncé dénué de sens. La Suisse n'a pas de mine de manganèse en République démocratique du Congo. Les mines de manganèse de la République démocratique du Congo appartiennent au peuple congolais. Une entreprise suisse peut être en location, mais le propriétaire est toujours là. Vous comprenez? J'ai lu à un moment donné, oh, le Mali ferme une mine britannique. Voilà, ce n'est pas une mine britannique. Il a fermé le contrat de location d'une mine malienne par une entreprise britannique. Oui, mais ce n'est pas une mine britannique. Il n'y a pas de mine britannique en Afrique. Tout comme il n'y a pas de mine africaine en Grande-Bretagne, il n'y a pas de mine britannique en Afrique. Vrai de Dieu, disons-nous la vérité. Donc vous êtes d'accord avec moi? Le modèle est donc bien expliqué. 1. Sécurité. 2. Qu'est-ce qu'on fait?
après la sécurité, on assure, eh bien, le contrôle de la production. Non, on assure la renégociation des contrats. Renégociation des contrats, contrôle de la production. Contrôle de la production, eh bien, formation à la transformation sur place des matières premières. 4e étape. 5e étape, on commence donc à maximiser les profits en faveur du peuple. 6e et 7e étape, les étapes de la redistribution. La redistribution des richesses et l'élévation du niveau de vie. C'est le grand modèle ouest africain et nous tenons à remercier les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes de nous montrer que cela est possible. Cela est parfaitement possible. Là où d'autres en ont rêvé, le Mali le fait. Le Burkina le fait. Il n'y a plus d'Africains qui peuvent se promener en disant « Oh, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Les Maliens le font. Les Burkinabés le font. Les Nigériens le font. Pourquoi les Congolais ne le feraient-ils pas? Les Camerounais, les Gabonais. Pourquoi les Tchadiens ne le feraient-ils pas? Les Sénégalais ne le feraient-ils pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque l'Africain si ce n'est sa prison mentale, son incarcération intérieure? Voilà l'émission que je voulais vous proposer, mes chers amis. Vous voyez, quand je m'absente, je m'absente. Mais quand je reviens, je reviens. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce programme. Merci infiniment. Rendez-vous demain. Je vous donnerai des nouvelles du front judiciaire de l'Afrique des libertés. Merci infiniment.